Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio, à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Et on ouvre le débat aujourd'hui sur le mariage des mineurs. Depuis la Moudawana de 2004, fixant la capacité matrimoniale à 18 ans au lieu de 15, eh bien certains avaient espoir que le mariage des mineurs ne soit plus aussi répandu dans notre pays. La réalité est bien sûr tout autre, en cause notamment l'article 20 du Code qui vient apporter une exception à cette capacité matrimoniale obligatoire en disposant que le juge de famille peut autoriser le mariage d'un mineur sous certaines conditions, si bien que la situation aujourd'hui est plus ou moins assez étrange. Sur 20 000 demandes de mariage de mineurs, 13 000 sont acceptées, parfois dans des limites de temps records. Aujourd'hui, les pouvoirs publics disent vouloir lutter contre ce phénomène, soit, mais alors, que faut-il mettre en place pour parvenir à cette fin? Nous en débattons avec nos invités. Dans le tour de table, Mohamed Talal Lahlou, vous êtes professeur vacataire à l'université, vous êtes lauréat de l'ESCP Europe et docteur en sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue Mohamed Talal Lahlou. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Nouza Asrali, ancienne ministre chargée du développement social, de la famille et de la solidarité. Vous êtes ancienne députée à la Chambre des représentants et ancienne élue municipale à Casablanca. Vous êtes également fondatrice et représentante du think tank Awal qui travaille sur la problématique justement du mariage des filles. Nouza Asrali, bienvenue, merci d'être parmi nous. Merci. Merci à vous. Dans le tour de table également, Khadija Lambrani, avocate en droit de la famille. Vous êtes fondatrice et représentante de We Lady, une association qui milite pour la garde et la protection des enfants. Khadija Lambrani, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Enfin, Chakib Gessous, sociologue, anthropologue. Vous êtes auteur de Mariage précoce de l'Antiquité à nos jours, anthropologie marocaine et enjeux universels. C'est aux éditions La Croisée des Chemins. Vous êtes également médecin radiologue. Chakib Gessous, bienvenue et merci d'être parmi nous pour ce débat. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons le débat sur le mariage des mineurs au Maroc. Une réalité qui ne change pas, car le débat ne se situe pas tant sur le terrain des lois, il est bien plus que cela, un débat de mentalité. Car bien que le temps de la législation soit long et lent, le temps des traditions et des mentalités incrustées l'est encore plus. Cela fait plus de 18 ans maintenant que le mariage des mineurs est interdit par la loi. Une législation fruit d'un combat de longue haleine mené de front par les acteurs de la société civile notamment. Mais s'il est acquis pour certains que les lois soient faites pour être contournées, la loi interdisant le mariage des mineurs en est la parfaite illustration, car celle-ci supporte l'exception, à savoir les dérogations. Ainsi, et en 2020, par exemple, quelques 13 000 dérogations ont été prononcées pour autoriser le mariage des mineurs en dessous de 18 ans. C'est le libre arbitre du juge de la famille, généralement sollicité par le tuteur légal des jeunes filles à marier, généralement le père. Le mariage des mineurs touche bien plus les filles que les garçons et se répand bien plus dans le milieu rural qu'en milieu urbain. Il sera par ailleurs bien plus constaté dans des milieux défavorisés qu'il ne le sera dans des milieux aisés. En tout état de cause, le mariage des mineurs reste un phénomène social à combattre tant il se répercute d'une manière néfaste sur le bien-être social, physique et psychologique d'un grand nombre d'enfants qui se trouvent ainsi arrachés à ce qui devrait être la condition d'un enfant pour être introduit dans un environnement adulte dont ils détiennent à peine les codes et le mode de fonctionnement. Pourquoi le Maroc n'arrive toujours pas à éradiquer le phénomène du mariage des mineurs? Que faut-il changer à la loi? Comment enfin agir sur les mentalités? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Chakib Gessous, je rappelle que vous êtes sociologue. Première réaction à l'éditorial. Je pense que l'éditorial est bien fait. Il insiste sur au moins 2 points qui me paraissent importants. D'abord que la problématique ne se pose pas au niveau du terrain des lois, mais beaucoup plus au niveau des mentalités. C'est les mentalités qui doivent changer, à mon sens, pour pouvoir réduire le nombre de mariages précoces. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est le caractère néfaste de ces mariages de fillettes, de mariages précoces. L'édito insiste sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de filles que de garçons. C'est vrai que
il n'y a pratiquement pas de garçons, mais c'est essentiellement c'est des filles. Nous sommes à 99% de fillettes qui sont mariées et mineures, et ce mariage est néfaste sur leur santé, néfaste sur leur développement psycho-affectif, néfaste également sur leur développement social, puisqu'il y a un arrêt de la scolarité. Nous pourrions peut-être parler de tout cela tout à l'heure. Khadija Ramalani, avocate en droit de la famille. Alors, pour moi, il s'agit d'un abus de patriarcat. C'est comme ça que je perçois le mariage des mineurs. Pour moi, c'est des mariages d'enfants. Parce que je ne conçois pas qu'un enfant, en tant qu'avocate, pour moi, la validité d'un contrat, pour qu'il ne soit pas vicié, pour que le consentement ne soit pas vicié, il faut impérativement qu'il n'y ait pas d'enfant, en fait, qu'il y ait la capacité à la signature du contrat. Et là, pour moi, en tant qu'avocate, en tant que professeur aussi universitaire, j'estime qu'il y a un grand problème légal dans cette question. Cela veut dire que, je m'explique, avant 18 ans, sur le plan légal civiliste, il est strictement interdit qu'un enfant signe un contrat. Donc si on perçoit le mariage comme un contrat, et c'est le cas, parce que très souvent on me dit c'est un acte. C'est pas un acte. Le mariage n'est pas un acte. Le mariage est un contrat. C'est le qouboul wa rida. C'est l'offre et l'acceptation. Donc pour moi, sur le plan civiliste, en tant qu'avocate, que professeur, j'estime qu'il y a un grand problème de loi légale. Il y a une violation à la loi. Parce que les règles qu'on connaît du mariage, c'est le consentement, qui ne doit pas être vicié, la capacité, l'objet et la cause. L'objet et la cause sont respectés très souvent. Dans le cas en présence, il y a un grand problème, c'est qu'il n'y a pas la capacité. Et quand il n'y a pas la capacité, il y a un vice de consentement. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, justement. Elle nous installe ici, ancien ministre chargé justement du développement social, de la famille et de la solidarité. Votre commentaire? Eh bien, je considère également que l'éditorial est très bon. Effectivement, il s'agit d'une atteinte aux droits humains des fillettes qui ont des droits humains. Et il s'agit d'un crime, je peux réellement le qualifier d'un crime contre la vie de cette petite fille qui n'est pas encore adulte et dans laquelle on hypothèque, disons, tout son avenir et on la prive du droit de pouvoir choisir sa vie, de choisir la vie qu'elle veut. Et bien heureusement, il y a une grande unanimité de plusieurs voix qui ont beaucoup de poids dans ce pays, qui sont exprimées sur la question, aussi bien au niveau de Sa Majesté le Roi, qu'au niveau du Conseil national des droits de l'homme, qu'au niveau du Conseil économique et social, de l'Observatoire des droits de l'enfant, présidé par la princesse Lele Meriem, aussi bien qu'au niveau de la société civile. Disons, il y a un grand bruit, si on veut, qui est fait autour de cette question. Il semble y avoir une volonté unanime de mettre fin à ce crime contre les enfants et qui handicape non seulement la vie de ces petites filles, mais qui handicape aussi le développement du pays. Et pour moi, la mentalité ne peut être changée qu'à travers la loi. On a une loi, par exemple, dans le code pénal, qui criminalise l'article 484 du code pénal, qui punit de prison de 2 à 5 ans l'attentat à la pudeur sur des mineurs, même sans violence. Je considère que si on appliquait cet article de loi, eh bien on considérait comme un crime qui serait puni par la loi le fait de se marier avec une mineure. Et pour moi, il n'y a pas d'interdiction de mariage des mineurs s'il n'y a pas une loi qui sanctionne. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'interdiction. Jusqu'à présent, quelqu'un peut aller se marier avec une fille de 14 ans, ou de 15 ans, de 16 ans, avec la Fatiha. Et si jamais vous dites qu'il faut criminaliser le mariage avec la Fatiha, on vous dit attention, c'est divin, c'est sacré, etc. Je crois qu'il est temps un petit peu de casser tous ces tabous et de dire ce qui est la religion, c'est la religion, mais ce qui est la loi qui régit entre les personnes, il faut qu'il y ait beaucoup de rigueur et protéger ces fillettes d'un crime contre leur enfance et contre leur vie. Mohamed Talal Lahlou, professeur universitaire. Oui, alors moi ce que je ferais, c'est que je questionnerais d'abord le bien fondé de la question elle-même, d'un point de vue logique et épistémologique. Quand on dit le mariage des mineurs, ça sous-entend implicitement qu'on les oblige à se marier, de un. Vu qu'on est un État musulman et que donc on suit l'école malikite, dans toutes les écoles de jurisprudence islamique, il est interdit d'obliger une personne, qu'elle soit femme ou homme, à se marier.
Donc on peut d'ores et déjà balayer d'un revers de la main tout ce qui est mariage contraint. Ça, c'est de un. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de mariage des mineurs. On devrait parler de mineurs qui veulent se marier et on questionne aussi le mot mineur. Est-ce que, à partir de quel âge on est apte à se marier et pourquoi on va les appeler mineurs? En islam, la personne devient adulte à partir de la puberté, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. Si elle commet un crime, elle doit répondre de ses actes. Si elle commet un vol, si elle commet quelque action que ce soit, elle est responsable ici-bas et dans l'au-delà. Donc à partir du moment où une personne est pubère, elle est responsable de ses actes. Donc le mot mineur me dérange un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui a été posé par certaines réglementations internationales. Or, quand on prend les États-Unis par exemple, on peut se marier à partir de 12-13 ans. En Espagne, on peut se marier à partir de 14 ans. Au Danemark, on peut se marier à partir de 15 ans. Sommes-nous plus culturellement avancés, sociologiquement et économiquement plus développés que ces pays? Après, ça questionne la question du développement. Est-ce que le fait que le mariage des mineurs, on dit que ça handicape le développement du pays, le développement est-il seulement matériel? Quel développement est-il entravé par ce mariage des mineurs? Est-ce qu'on a un problème? Moi, je poserai une question à toutes les personnes qui m'ont précédé, bien entendu. Est-ce qu'elles n'ont pas de problème à ce que ces mineurs, qu'ils appellent mineurs, que moi j'appelle personnes adultes, parce que, comme l'a dit Aïcha, tous les savants des écoles de jurisprudence sont d'accord qu'à partir du moment où on est pubère, on est adulte. Donc le mot mineur n'est pas un mot qui est compatible avec notre législation, notre tradition. Nous avons quand même signé des conventions internationales. Qu'est-ce qui prime? Le Coran ou les conventions internationales? Il faut voir ce que prévoit la Constitution. Sommes-nous régis par la loi ou sommes-nous régis par le rythme malékite? Non, mais il faut voir. On est régi par d'abord. les conventions internationales. On est un État musulman, les filles Emirat al-Mu'minin, et tous les jugements du tribunal sont rendus au nom du roi du pays. Donc il faudra un moment me clarifier, est-ce qu'on est à gauche ou on est à droite? Donc si on veut faire primer les institutions internationales sur le Coran, là on questionne notre islamité, tout simplement. Donc à partir du moment où on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire au Canada, on peut le faire au Danemark, on peut le faire dans un certain nombre de pays avant 18 ans. En Algérie, c'est après 18 ans. On n'a pas le droit de se marier à 18 ans. On doit avoir 18 ans révolus, donc 19 ans le fort. De même, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus c'est quel autre pays. Donc, au nom de quoi, on va dire, la fille qui a 17 ans et 9 mois ne peut pas se marier, elle est encore mineure, elle est encore enfant, elle est encore fillette, et celle qui a 18 ans et 1 mois, elle est complètement mature, elle est pubère, elle peut se marier. Alors, peut-être des éléments de réponse. Nous Asrali, ancienne ministre. Oui, parmi les éléments de réponse, moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même très, très grave de dire qu'une fille de 9 ans peut se marier. Nous avons fait dans le cadre d'AOL un travail dans lequel le professeur Guessou s'était d'ailleurs également associé, sur la question du mariage des mineurs. Et nous avons chargé pour faire cette étude une dame qui est une grande sommité, si on veut, professeur Faïda Benani, qui est professeure de droit musulman et qui est aussi militante féminine, et qui nous dit qui a fait appel justement au concept, en disant dans le concept en islam, il n'y avait pas les mineurs. Effectivement, il y avait les enfants, les fillettes. Mais il n'y a pas de position, entre guillemets, de l'islam. Il y a une position de fiqh. Il n'y a même pas unanimité entre les savants religieux. Il y a des divergences. Et là où il y a des divergences, il y a matière à faire également notre jurisprudence à nous, qui correspond aux valeurs actuelles. Moi, il y a une question qui m'a interpellée, c'est le fait de dire « Ah ben oui, en France, ils se marient à 14 ans, en Espagne, à 15 ans, 16 ans. » Il y a une grande différence entre des pays dans lesquels il y a une liberté sexuelle et dans lesquels la fille peut, parce que je peux très bien concevoir qu'une fille de 15 ans, dans le cadre de la liberté sexuelle, qu'elle puisse avoir un partenaire et qu'elle puisse dire « C'est pas que je ne défends pas cette position, mais je dis, dans ce cadre-là, on peut imaginer que la fille aura fait son choix à cet âge-là. » Mais il ne s'agit pas ici d'un mariage qui a été choisi par la fille, c'est un mariage qui est subi. Au plan international, on le considère comme un mariage forcé. Comme un mariage forcé parce que, est-ce que la fille de moins de 18 ans a le discernement qui lui permet effectivement de faire son choix, en connaissant son choix éclairé? Est-ce qu'on va dire qu'une fille de 9 ans, ou de 10 ans, ou de 11 ans, qui a ses règles, est-ce qu'elle a l'esprit de pouvoir effectivement choisir quel sera son avenir? Bien évidemment, non.
Et aujourd'hui, je crois que le fait de parler de ce mariage des fillettes comme une chose qui est, en disant, la fille, elle se fait marier par son père. Elle n'est pas mariée elle-même, elle ne fait pas son choix. Est-ce qu'on la considère comme une marchandise qui peut être utilisée comme une friandise? C'est très choquant, mais je le dis parce que ça existe. Des hommes, pères de famille, qui ont des enfants, même âgés, et qui viennent se payer une petite friandise, entre guillemets, bien sûr, avec, je suis choquée autant que vous, une friandise pour la fin de leur jour, et qui se prennent une petite gamine de 14 ans ou de 15 ans pour pouvoir passer un moment de plaisir. Est-ce que l'enfant fille est à ce point dévalorisé qu'on la considère comme une marchandise qui peut être livrée à un homme qui a terminé sa vie et qui veut juste se payer un moment de plaisir? Je suis complètement opposé et choqué par cette conception. Chakib Gessous, socio-anthropologue. En même temps, je vous laisse réagir à ce qui a été dit, mais en même temps, par rapport à Mohamed Al-Lahlou qui nous dit, voilà, 9 ans, nous, c'est en islam, et en prenant pour exemple Aïcha radiallahu anha, qui disait effectivement qu'à partir de 9 ans, une fillette est censée être adulte, plus ou moins. Elle commence. Mais c'est la puberté. Voilà, pour vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le lisez. Et si on sort de ce cadre-là, on doit interroger notre islamité à la question de savoir si le Maroc, quand on considère que 17 ans, 18 ans, c'est l'âge légal, c'est beaucoup plus par rapport à des organismes internationaux, à des conventions internationales, etc. Donc pour lui, si on veut se référer à ce cadre-là, on sort de notre islamité, il faut rester dans les hadiths et dans le Coran. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Chakib Gessous? Alors, je voudrais d'abord répondre à une question à propos des âges où il est permis de se marier dans un certain nombre de pays européens. L'Espagne, ce n'est pas 14 ans, l'Espagne, c'est 18 ans. L'Espagne a changé sa législation pour la rendre à 18 ans en 2007, après le Maroc. La France, d'ailleurs, après le Maroc. On peut se marier à 14 ans en Espagne. On peut se marier à 14 ans, parce que le juge en Espagne a la possibilité de le permettre, comme ici au Maroc. Donc nous sommes dans la même situation, que ce soit dans la majorité des pays. Dans la majorité des pays, il y a un âge en dessous duquel on ne peut pas se marier, mais comme le Maroc, beaucoup de pays ont laissé la porte ouverte pour des cas particuliers. Donc je pense qu'il vaut mieux dire que la législation dans ces pays est de 18 ans, mais elle permet, comme le Maroc, d'avoir des mariages antérieurs à cet âge-là. D'un autre côté, je pense que quand l'islam est arrivé, nous étions à une période de l'humanité où l'espérance de vie était très courte. Quand une femme, l'espérance de vie était aux alentours de 35 ans. Et il y avait un très grand nombre de fausses couches et un très grand nombre de mortalités infantiles et juvéniles. Si bien que pour pouvoir avoir un enfant qui arrive à l'âge adulte, il fallait 3 à 4 grossesses. Et donc, pour pouvoir avoir un homme qui avait besoin d'avoir un certain nombre d'enfants, 3 enfants, avait besoin que sa femme puisse commencer à enfanter dès qu'elle a sa puberté. Aujourd'hui, les choses ont changé et l'espérance de vie est à 80 ans aujourd'hui. 80 et quelques années pour les femmes. Donc, nous ne sommes plus dans la même situation, dans les mêmes contraintes, et puis nous avons réduit le nombre de fausses couches spontanées, et nous avons réduit considérablement la mortalité infantile et juvénile. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la grossesse, quand elle arrivait avant l'âge de 20, 21 ou 22 ans, pouvait avoir des conséquences néfastes sur la santé des filles, notamment sur la colonne vertébrale, sur le développement ostéo-articulaire. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, le cartilage n'est pas encore totalement ossifié et il peut y avoir des déformations au niveau de la colonne vertébrale, des kyphoses, des lordoses, lorsque la fille est en train de porter un poids. Or, une grossesse, c'est 10 à 15% du poids d'un corps humain. Alors, imaginez une adolescente avec 10 à 15% de son poids qu'elle porte sur une colonne qui n'est pas encore mature et développée.
Et donc, il peut y avoir un certain nombre de difficultés au niveau de sa colonne et qui vont se retrouver à l'âge de 40 ou 50 ans. On ne pouvait pas les avoir au 7e siècle parce que l'espérance de vie était courte. Mais aujourd'hui, où les femmes arrivent jusqu'à 80 ans, nous allons avoir un certain nombre de difficultés. Deuxième problème, c'est que la grossesse, ça veut dire qu'il y a un accouchement. Or, l'accouchement va se faire. Je passe sur la multitude de complications d'hypertension durant le dernier trimestre pour arriver à l'accouchement. L'accouchement se fait, un corps qui est en train d'être évacué et de pousser sur des muscles qui ne sont pas encore matures, ce qui cause un certain nombre de difficultés ou de problèmes, en particulier les fistules vésico-vaginales et les fistules recto-vaginales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ouverture entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin, avec toutes les conséquences. Ce sont des chirurgies, pour réparer cela, ce sont des chirurgies lourdes et des chirurgies qui ne sont pas toujours avec succès positif. Ça veut dire qu'il faut reprendre plusieurs fois et assez souvent, nous avons plus l'accouchement se fait précocement, plus le nombre de fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales est important. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre de femmes qui n'ont plus de sexualité parce qu'il y a des urines qui arrivent dans le vagin ou il y a des matières qui arrivent dans le vagin. Je passe sur d'autres conséquences néfastes sur la santé des fillettes en conséquence de ces accouchements et de ces grossesses précoces. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous considérons qu'une fille ou une femme ne doit pas avoir de grossesse avant l'âge de 21 ou de 22 ans. Mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est déjà un autre sujet. Là, on parle de mariage, on ne parle pas forcément de grossesse. Voilà, c'est... Oui, mais le mariage, non, ça veut dire accouchement, ça veut dire enfantement, ça veut dire... Non, parce que si on suit le raisonnement que vous êtes en train de nous proposer, qui est certainement très intéressant et sur lequel moi j'ai pas forcément un avis là-dessus, mais simplement vous dire que on va switcher d'un sujet à un autre, on risquerait, je vois bien le lien qu'il y a, qui est un lien qu'on peut dresser. Simplement à ce moment-là, l'âge du mariage doit changer aussi, ça doit plus être 18 ans. Le législateur se serait trompé. Il faut aller vers 21, 22 ans pour assurer justement ce bénéfice santé dont vous êtes en train de parler. Et donc on va changer de sujet. Et moi, j'ai peur un petit peu de ça. C'est juste ça ma crainte. C'est pour ça que, restons sur l'âge du mariage, lorsque en islam, vous avez en face de vous Mohamed Al-Lahlou qui vous dit, écoutez, à partir du moment que voilà, elle a 9 ans, 10 ans, 11 ans, elle commence à être adulte, c'est ce que nous dit en tout cas la norme religieuse, si j'ai bien compris ce que nous dit Mohamed Al-Lahlou. Elle nous oblige pas. La norme ne nous oblige pas, Marie, à 9, 10, 13 ans à la puberté. Non, mais vous considérez que c'est possible? On peut avoir des exceptions, parce que là, il y a un biais dans lequel toute la table tombe, c'est que vous avez l'impression que j'encourage cela. Ah ben vous ne l'encouragez pas. Ah non, je dis que ce sont des cas d'exception qui doivent rester possibles. Et on ne doit pas fermer cette porte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous fermez cette porte, vous devez me répondre, et j'aimerais bien que chacun des membres de la table me réponde clairement, sans tourner autour de la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations hors mariage? Et oui ou non? Et sinon, est-ce que vous avez un âge à fixer? Parce que si on fixe un âge, il faut me justifier pourquoi celle qui a 17... Les règles du jeu ne sont pas correctes, je suis désolée. Pardon? Les règles du jeu ne sont pas correctes, parce qu'on a un intervieweur, parce qu'on ne peut pas demander à toute la table, répondez-moi. Moi, je voudrais vous demander de me répondre sur... Non, on ne peut pas parler comme ça. On va le laisser finir. On va quand même le laisser finir. Non, j'ai un point d'ordre, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas correct aussi de dire on parle en islam. Que dit l'islam? L'islam, je suis désolé, l'islam, il est une partie de nous tous. Il n'y a pas une boutique qui s'appelle ça, c'est l'islam, qui parle au nom de l'islam. Parce que dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? C'est son avis. C'est pas correct. C'est son avis. Non, même son avis. Non, on ne dit pas que dit l'islam. L'islam, ce n'est pas une voix. L'islam, c'est nous tous. On va le laisser terminer, je vous donne la parole. Non, parce que moi, je tiens à faire le point là-dessus, parce que... Vous ferez le point sur ce que vous voulez, parce qu'il y a le fiqh, il y a le Coran, il y a le fiqh, et dans le fiqh, ce sont des personnes.
des juristes qui ont donné des interprétations, etc. Donc il n'y a pas un point de vue de l'islam. Eh bien, vous défendrez le vôtre. Non, et je n'aime pas, parce que moi, à ce moment-là, il y en a un qui parle au nom de l'islam et nous, on parle au nom de quoi? De la judaïté. Mais vous Et parlez on au parle nom au de nom ce de la que vous christianité, voulez. du christianisme. Mais vous prenez le On prisme parle dans qui vous notre parle. société avec je suis désolée, il ne faut pas demander quelle est la position de l'islam. C'est pas l'islam. Quelle est la position? Est-ce que le Coran a cité ça? Est-ce que le fiqh? Qu'en était-il à l'époque on peut parler comme ça, mais de dire quelle est la position de l'islam, moi je me sens pas bien dans cette discussion. Je suis désolée. Très bien, on le laisse finir. Mohamed Talal Lahlou. Ok, donc il faut juste ne pas me faire dire ce que j'ai dit, et si possible, enfin, juste laissez-moi dérouler au moins le raisonnement, comme ça vous voyez un petit peu la logique. Soyez modeste, monsieur Koulchi, Mouletna C'est Aïcha, la troisième fois que vous m'interrompez, je pense que pour l'instant je suis aîné. Mais s'il vous plaît, vous aussi, ne vous posez pas en... Non, c'est pas comme ça, on est égaux, chacun a son point de vue et se respecte, mais on n'a pas besoin d'interpeller tout le monde. Alors, quand on est pubère, on a des envies. D'accord? Donc ça, ça c'est une évidence. L'un des biais, l'une des idées reçues qu'on a dans cette table, c'est que la société évolue au niveau des droits, mais elle n'évolue pas au niveau... elle évolue aussi au niveau biologique. Aujourd'hui, on peut se marier et ne pas faire d'enfants. Deuxième biais dans lequel on tombe dans cette discussion, c'est que mariage égale déscolarisation. Ce n'est pas parce que culturellement ça se passe ou qu'on l'observe dans une région donnée que c'est le cas partout. On a beaucoup de gens qui sont mariés, qui se sont mariés, qui ont continué leurs études et qui ont des masters et des doctorats, qui sont de brillants cadres aujourd'hui. Donc, mariage égale déscolarisation, ça c'est un phénomène local, peut-être sociologique, mais pas du tout conséquentiel de manière absolue. Et quand on dit qu'on a un problème avec le mariage avant 18 ans, je suis désolé, je suis quand même en droit de poser la question suivante. D'un point de vue logique et rationnel, sociologique et même anthropologique, si vous voulez, qu'est-ce qui différencie la fille qui a 17 ans et 11 mois et la fille, pas la fille, excusez-moi. Vous voyez comment le langage, Wittgenstein, comment le langage influence la pensée. Qu'est-ce qui différencie la femme de 17 ans et 11 mois et la femme qui a 18 ans et 1 mois d'un point de vue? Parce que si on commence à s'amuser à voir qu'est-ce qui fait le développement de la personne, effectivement, à 13 ans, 14 ans, la colonne vertébrale est encore en croissance. Parfois, pas toujours. Mais si on s'amuse à vouloir déterminer une limite biologique, alors les connexions synaptiques de notre cerveau ne se terminent que vers l'âge de 30 ans. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est à l'âge de 30 ans qu'on est parfaitement lucide et mature pour pouvoir faire un choix de vie? D'accord? Donc, moi, ce que je dénonce ici, ce n'est pas le fait que... Moi, je n'encourage pas tout le monde à aller se marier à la puberté. Quoique, si on arrivait à mettre en place un cadre où on pourrait avoir des relations licites et sortir de cadre du illicite qui pose des problèmes de maladie, qui pose des problèmes de société, qui pose des problèmes d'honneur, qui pose des problèmes d'avortement, qui pose énormément de problèmes. Et donc parce que dans les pays européens, c'est comme ça, on a un âge de majorité sexuelle, vous pouvez avoir des relations sexuelles. En Angleterre, on a 12% des Anglaises qui ont eu des relations avant 12 ans. Zina. Donc, 12% des Anglaises, vous imaginez, dans ces 12%, prenons juste 10% qui ont un problème de santé ou d'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait? Aucun droit. Aucune protection de la filiation. Les enfants ne sont pas protégés. La femme n'est pas protégée. L'homme n'est pas protégé. Les parents ne sont pas protégés. Alors que là, on offre un cadre légal. Donc, au lieu de vouloir imiter les choses néfastes de l'Occident et laisser les choses positives, prenons notre cadre qui est un cadre islamique qui est complet et qui offre des protections dans ce cas. Qu'est-ce qui nous dit le cadre islamique? Al-urf huwa al-muhaddid. Et deuxièmement, donc on ne peut plus parler de fillettes et d'enfants ou de mineurs pour une personne pubère. Il faut juste si on arrive à parler des mêmes concepts, on pourra développer un débat. Si on parle dans une posture émotive, idéologique, etc., on ne pourra pas avoir de débat. Khadija Amrani, vous voulez réagir, avocate au barreau de Casablanca. Je sais que je vis dans un pays où il y a des lois et que je me conforme à des lois et que nous sommes tous amenés à nous conformer à des lois. Il y a effectivement des hypothèses sur le plan religieux, effectivement. On nous a dit, parce que moi j'ai effectivement étudié le droit musulman, nous a dit que Mouletna Aïcha s'était mariée à l'âge de 11 ans avec le prophète Sidna Mohammed, mais qui lui avait besoin d'être effectivement polygame pour asseoir bien entendu cette grande religion qui est l'islam.
et que ce mariage n'était peut-être même pas consommé avec Moulatna Aïcha, parce que c'était un mariage qui avait un but, et le but était que le Coran soit rédigé, parce qu'il fallait qu'elle avait un don de mémoire. Et donc, voilà, donc on ne peut pas prendre des hypothèses historiques qui datent d'il y a 1400 ans, parce que moi, ça me révolte, qu'on applique des choses complètement anciennes, qui sont anciennes, et je pense que même si notre prophète, alayhi salatu wassalam, devait revenir aujourd'hui, il aurait trouvé ça extrêmement désuet. Et il aurait complètement changé ces lois qui sont religieuses, qu'on est en train de s'imposer aujourd'hui en 2022 et qu'on est en train d'imposer à notre descendance en la faisant souffrir au nom de choses auxquelles on n'a pas du tout assisté, parce qu'on n'était pas là il y a 1400 ans pour juger réellement de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on nous a raconté, et avec tout le respect que je porte à ma religion, qui est la religion que j'ai choisie. Je suis musulmane parce que je l'ai choisi, voilà. Et je suis fière d'être musulmane parce que j'ai choisi de l'être. Donc c'est très important qu'on se dise aujourd'hui qu'il y a un grand problème social. Et aujourd'hui, ce problème doit être analysé en fonction de nos lois actuelles et pas des lois qui datent de 1400 ans. Parce que si on doit revenir à 1400 ans, c'est des hypothèses. Ce ne sont pas des lois. C'est des hypothèses. Parce que selon vous, vous allez émettre une hypothèse, monsieur le professeur émettra des hypothèses, et vous aussi, et tout le monde. Nous n'étions pas là, et ça c'est sûr et certain. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tous autour de cette table, on n'était pas là il y a 1400 ans pour savoir ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et à ce moment-là, et dans cet endroit, et point barre. Donc aujourd'hui, je suis désolée, il y a des lois. Et il y a une déclaration des droits de l'homme qui est universelle. Et il y a des valeurs universelles, même quand il n'y a pas des lois. Et nous sommes dans un État. Et qui dit État, dit bien entendu droit positif. Nous avons un droit positif, nous avons un texte, un code de la famille qui s'applique, d'accord ? Lorsqu'on doit se marier, lorsqu'on doit divorcer. Alors, parlons de ce code, parce que je pense qu'on est invité pour cela, d'accord ? Pour parler de ce code, qu'est-ce qu'il prévoit et qu'est-ce qu'il ne prévoit pas ? Et arrêtons de parler d'hypothèses de personnes extraordinaires qui, effectivement, nous ont donné une très belle religion, mais qui avaient aussi leurs raisons. Ne revenons pas sur des raisons de Moulatna Aïcha qui a été mariée à 11 ans, parce qu'à cette époque-là, c'était normal. Et le mariage n'a même pas été consommé avec le prophète Sidna Mohammed. Parce que lui-même ne pouvait pas se permettre de faire une chose pareille avec un enfant de 11 ans. Donc revenons à des vraies réalités. À des vraies réalités. Et quand nous aimons notre religion, ne la dénaturons pas, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que nous donnons des mauvais exemples. C'est comme ça que nous choquons l'Occident. C'est avec des idées comme ça qu'on les choque, qu'on choque l'Occident. Parce que quand l'Occident se dit comment ça se fait qu'il s'est passé telle chose dans l'histoire, quand on légitimise des choses comme ça, eh ben nous portons la honte à notre religion. Et je me permets de le dire aujourd'hui. C'est comme ça que nous dégoûtons les autres et qui n'ont pas envie de rentrer dans notre religion et qui n'ont même pas envie de nous fréquenter. Ils se disent ah non, ça c'est des gens qui sont c'est des monstres. Alors, ils nous perçoivent comme des monstres. En tout cas, en 2004, on a eu ce nouveau code de la famille et le législateur marocain a laissé justement ce pouvoir d'appréciation au juge, à travers notamment l'article 20-21, qui lui permettait effectivement d'avaliser un mariage. Aujourd'hui, on voudrait faire machine arrière, si j'ai bien compris, puisque depuis le mois de novembre, il y a quand même le ministère public avec d'autres, notamment le ministère de l'Intérieur et bien d'autres, l'INDH et autres, qui veulent revenir un petit peu sur ce mariage des mineurs pour le limiter fortement, pour ne pas dire l'interdire totalement. 2004-2022, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Tout simplement. Pourquoi en 18 ans, on a laissé une porte que là, aujourd'hui, on a envie Est-ce que la société a changé ? Et qu'est-ce qui aurait changé dans ces sociétés auquel cas ? Le juge ne peut pas prendre... En fait, on ne peut pas enlever au juge la possibilité de donner cette dérogation. Parce que quand vous dites non, le mariage se fait par le Fatiha. Vous savez, c'est la campagne qui est restée en 2022 et en 2004 et en 2050. Toutes les personnes qui vivent dans les campagnes sont des personnes qui ne se sentent pas concernées par les lois. Donc, il y a un droit coutumier qui est supérieur au droit... Parce que quand vous vivez dans une ville... Effectivement, vous adhérez à la législation de votre pays. Mais quand vous vivez à la campagne, vous ne savez pas ce qui se passe. Et la notion même d'État est très différente quand vous êtes... les campagnes ne sont pas non plus des zones de non-droit. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai déjà vu dans des campagnes des mariages qui se font avec X
avec une fille X. Et le soir, quand il voit que, par exemple, la fille n'est pas vierge, ils la rendent, ils prennent la fille Y, la sœur. J'ai déjà vu des choses comme ça. Donc, c'est d'autres fonctionnements. Je ne suis pas en train de dire que c'est des zones de non-droit. Je dis que tout... Et avec un vrai plaidoyer, avec une légitimité. Ils considèrent que c'est légitime. C'est-à-dire que le produit était défectueux, donc on le rend. Et on le remplace avec la sœur alors qu'on s'est marié avec X, on se retrouve marié avec Y. Et même le père, il ne peut rien dire. Et il a donné la fille, elle était défectueuse, très bien, on passe à Y. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de critiquer ce système de fonctionnement, attention. Attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut le respecter, parce que effectivement, il s'agit d'un droit coutumier. Nous, en tant que juristes, qu'avocats, on connaît l'importance de ce droit coutumier. Attention, donc c'est des coutumes. Et les coutumes de Fatha également sont respectées et respectables dans ces zones-là. Je ne suis pas en train de... Vous comprenez ou pas? Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, on doit trouver un compromis social pour diminuer cette souffrance. Parce que c'est des enfants qui sont en train de souffrir. C'est des futurs divorces. Moi, je les appelle... Vous savez comment j'appelle ces mariages? Futurs divorces. Point barre. Nous, Asrali. Oui, bon, moi, j'adhère au fait que nous sommes régis par les lois. Nous avons le Code de la famille dont le contenu a été présenté par le Amir Mouminienne et par Sa Majesté le Roi en 2003, qui a été adopté par les représentants du peuple qui l'ont adopté à l'unanimité et qui aujourd'hui est là. Et c'est une base, c'était une grande avancée par rapport à 2003, avant 2003, où on avait un code de la famille qui permettait le mariage à partir de 15 ans. Et là, ça a été une avancée et une mise en adéquation de nos lois avec les conventions internationales dont nous sommes partie prenante. Ce n'est pas les lois de l'Occident qui nous sont imposées, nous sommes partie prenante de cette humanité globale qui a des valeurs humanistes et humanitaires qui sont globaux. Nous avons aussi un code pénal et le jour où il y a une infraction qui est commise, on n'est pas jugé, on est jugé par le code pénal et par le code de la famille et par les lois positives que nous avons, de même dans tous les domaines économiques et financiers et tout ce qui s'ensuit. Je ne vois pas pourquoi le seul domaine dans lequel on devrait se référer à autre chose qu'aux lois positives, ce serait le domaine de la famille. Maintenant, pour ces fillettes qui sont mariées, qui sont des enfants, sur le plan, parce qu'il y a une définition de ce qu'est un enfant, avant 18 ans, on est un enfant. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, dans laquelle nous sommes partie prenante et pour laquelle nous avons voté, nous avons, ratifié cette convention et nous sommes engagés, et je crois que le sens de l'engagement est très important aussi, nous sommes engagés à côté de la communauté internationale pour considérer qu'avant 18 ans, il s'agit d'enfants, il s'agit de mariages subis, il s'agit de mariages forcés, et il y a des études qui sont faites pour voir quelle est la réalité de ces petites filles qui ont été mariées, je dis qui ont été mariées parce qu'elles n'ont pas la capacité de se marier elles-mêmes, et bien on a trouvé qu'il y avait l'isolement, l'enfermement, les violences conjugales, les rapports sexuels forcés, la violence de la belle famille, psychologique, physique, et également, il y a un taux de divorce extrêmement élevé. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des petites jeunes filles donc, qui ont été mariées à 14, 15, 16, 17 ans, avec un bébé ou avec deux bébés, qui veut revenir chez elle, mais elle ne peut plus revenir chez elle. Le mari l'a abandonnée tout simplement ou l'a chassée, et qui est obligé à ce moment-là de se donner à quoi? De se donner à la prostitution qu'on disait vouloir éviter à travers le mariage précoce, soi-disant, pour protéger de l'FACED. Donc moi, je pense que c'est une atteinte grave aux droits humains, encore une fois, de ces filles, c'est les priver de l'enseignement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand ces petites filles pauvres vont chez un mari, ce n'est pas pour qu'il les envoie à l'école. Ce n'est pas pour qu'il les laisse aller à l'école. Elles vont sous son autorité. Elles vont assurer, disons, une activité sexuelle et disons, effectuer des travaux ménagers. Elles vont faire la petite bonne souvent chez la belle famille ou chez la famille elle-même. Donc voilà une vie de détruite. Et la vie de ces enfants qui viennent aussi, ces enfants qui viennent dans ces conditions et dans laquelle il n'y a aucune protection. Parce que normalement, la famille, elle est faite pour protéger, effectivement. C'est un lieu qui doit être sécurisé, qui doit être protecteur pour tous et pour toutes. Ça doit être un lieu d'égalité. Eh bien, la réalité, elle est tout autre. On voit que 55% des cas de violence sont des violences conjugales. C'est au sein du foyer qui est censé être sécurisant. C'est là qu'on a le viol conjugal. C'est là qu'on a, toute forme
de maltraitance et de violence à l'égard des femmes. Mais pourquoi, à votre avis, justement, le législateur marocain a laissé cette porte de sortie ou cette possibilité aux juges marocains? Alors voilà, justement, on a parlé tout à l'heure des relations sexuelles hors mariage. Parce que c'est important de parler de ça, parce que le mariage, il y a ou le mariage, ou les besoins sexuels sont Zina. là. Ou le mariage ou zina. Là, mais on va en parler. D'abord, quelle est la réalité sociologique aujourd'hui? Moi, on va pas qualifier, on va décrire la réalité. La réalité, c'est qu'on a l'âge moyen du mariage pour les hommes, c'est 32 ans. Oui. Et l'âge moyen du mariage pour les filles, c'est 27 ans. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard? C'est un retard par rapport à ce qu'on avait auparavant comme âge du mariage. Pourquoi est-ce qu'on a ce... Parce que les règles qui sont fixées sont des règles qui semblent revenir à un référentiel idéologique qui veut que ce soit l'homme qui pourvoit aux besoins de la femme. Donc il faut que l'homme, il ait les moyens de se marier. Ça veut dire que c'est lui qui doit prendre en charge la maison, qui doit prendre en charge, la famille, et la femme devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants. C'est ça le schéma qu'on nous trace. Or, ce schéma, il n'est pas réaliste et il n'est pas réalisable. Aujourd'hui, un jeune, même quand il a étudié, il a fait des études, etc., et qui sort dans le marché du travail, à combien il va être payé? Il aura les moyens de prendre en charge une femme et un loyer. Et bien, justement, l'âge du mariage est en train de reculer de plus en plus parce que ce schéma-là n'est pas viable. Et les mêmes qui prônent que la relation sexuelle ne devrait absolument pas être en dehors du mariage et qu'elle devrait être sécurisée dans le cadre du mariage, c'est ceux-là qui prônent un modèle de famille qui n'est pas réalisable, qui n'est pas réaliste par rapport à la réalité et à l'évolution de la réalité actuelle. Peut-être que si on disait que l'homme et la femme doivent travailler ensemble pour pouvoir leurs besoins ensemble, dans le cadre d'une égalité, d'un respect mutuel, etc., oui, mais 15 le mariage pourrait se faire. Oui, mais 15 ans, 16 ans, 17 ans, on les fasse quand même à une fillette, vous comprenez? En tout cas, justement, c'est-à-dire le paradoxe, c'est que voilà, on n'a pas les moyens le jeune homme n'a pas les moyens de se marier avec une fille de son âge ou voilà, les faits sont là sociologiquement. Et le paradoxe, c'est que par contre, on va aller chercher des petites filles qui vont pas être pour ces jeunes. Les petites filles, elles vont être encore une fois il y a une différence d'âge importante. Il y a une étude qui a montré que le minimum, c'est 7 ans de différence. En moyenne, 7 ans de différence entre les petites filles qui se marient et les hommes. Et on dit que plus l'âge diminue, plus la marge de la différence d'âge est importante. Or, nous, on ne parle pas de ça, on n'a pas les chiffres suffisants pour juger quand il s'agit d'hommes de 50 ans. Mais ça, on l'a par contre pour les mères célibataires. Parce que quand j'ai parlé de 50 ans, ce n'est pas venu de nulle part, c'est venu d'une étude qui a été faite sur les mères célibataires, dans laquelle la moyenne d'âge de ces mères célibataires est de 23 ans, et la moyenne d'âge des pères qui ont mis enceinte ces femmes pour être générales comme ça, c'est 50 ans, une moyenne d'âge de 50 ans pour les pères, disons, qui ont contribué à cette grossesse, et un âge moyen de 23 ans pour ces filles. Donc la réalité sociale aujourd'hui, c'est qu'on a des relations sexuelles hors mariage à tout va, mais qu'on refuse de le reconnaître parce qu'on dit non, c'est contraire à nos lois, c'est contraire à nos valeurs, à nos principes, etc. Mais qui est la victime dans tout ça? Ce sont les mères célibataires à qui on a promis le mariage, à qui on a fait également le mariage, mais fait ça. Parce que les mères célibataires, il y en a une bonne partie qui ont été mariées par la Fatiha. Pour elles, elles ont été mariées conformément disons, aux valeurs islamiques, etc. Mais elles se retrouvent mères célibataires parce qu'il n'y a aucune garantie quand on fait un mariage par la Fatiha et les témoignages, ça compte pour beurre. Et tant que l'homme ne reconnaît pas que cet enfant est à lui, y compris quand on fait recours à l'ADN, et c'était un moyen de protection qui a été fait pour justement protéger ces grossesses, disons, en dehors du cadre du mariage, eh bien, les juristes, en se référant justement à l'islam, en se référant au rythme malékite, ils disent non, le père est étranger à cet enfant, donc on est dans une situation d'anarchie totale, au détriment des droits des femmes et des droits des enfants. Ça suffit. Je crois qu'il est temps qu'on brise tous ces tabous et qu'on fonctionne en fonction de la rationalité, en fonction des valeurs qui sont universelles et qui sont les nôtres aussi, les valeurs de justice, d'équité,
de respect de l'être humain, enfant, femme ou... Chakib Bessous, avant de passer la parole à Mohamed Al-Lahlou, peut-être une réaction toujours par rapport à l'explication que l'on peut donner à cette ouverture qu'on a laissée au juge, justement, ce pouvoir d'appréciation qui aujourd'hui semble être remis en cause par certains. On irait jusqu'à dire qu'il va falloir abroger l'article 20, 21 ou 22, enfin 21, je pense les trois d'ailleurs, hein. 20, 21, voilà, 20, 21 du Code de la famille. Est-ce que pour vous, ça serait véritablement une bonne réponse à la problématique des mariages, du mariage des mineurs et des 13 000 demandes acceptées? Je rappelle que pratiquement la moitié est acceptée le même jour. Hein. J'ai vu dernièrement une étude de 53%, donc c'est plus ou moins la moitié. Est-ce que voilà, la loi peut être une véritable réponse, une abrogation de ces articles-là? C'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou ce qu'il y aurait de mieux à faire? Alors, le benchmark international, c'est que la majorité des pays ont permis, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont permis aux juges de légiférer pour pouvoir accepter un certain nombre de mariages avant l'âge qui avait été décidé. La majorité des pays aujourd'hui considèrent que l'âge du mariage est de 18 ans. C'est vrai qu'un certain nombre vont au-delà, mais aussi un certain nombre, comme la Palestine, qui acceptent des mariages à 13 ou 14 ans. L'État de New York, jusqu'à il n'y a pas très le... Oui, c'est tout récemment. New York vient de le changer, tout récemment, il y a 3 ou 4 ans, pour le mettre à 18 ans, alors qu'il était à 14 ans. Il y a encore un certain nombre d'États américains qui permettent à 13 ou 14 ans le mariage des fillettes. Maintenant, est-ce qu'en supprimant ces articles 20 et 21, on va pouvoir arrêter définitivement ou réduire drastiquement, personnellement, je considère que ces articles-là permettent de sauver un certain nombre de situations. Je prends par exemple une fillette de 17 ans, 17 ans et demi, qui est enceinte, dont le partenaire est prêt pour le mariage, dont les parents sont prêts pour le mariage, et elle s'engage pour le mariage. Et je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas accepter ce mariage-là, que le juge donne son accord, plutôt que d'envoyer cette fille qui va se retrouver fille-mère, mère célibataire, et peut-être que l'enfant sera abandonné. Donc je préfère sauver un certain nombre de situations. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les articles 20 et 21 ont été mis en place. Maintenant, est-ce que, en supprimant ces articles-là, on va arrêter drastiquement les mariages précoces? Or, un juge nous disait, il n'y a pas très longtemps, nous disait que les parents viennent et disent d'ailleurs au juge, voilà, nous avons besoin de l'autorisation. Mais si vous ne donnez pas l'autorisation, de toute façon, l'axe time, c'est-à-dire que le mariage est prêt, il est là. Vous étiez là, Madame Skelly. De toute façon, avec ou sans, il y a le Fatha, et ils vont faire le Fatha, le mariage par Fatha, est socialement reconnu. Mais est-ce que légalement on peut l'interdire? Par exemple, et se dire aujourd'hui au Maroc de 2022, le mariage c'est forcément devant un juge que ça se passe, c'est au tribunal que ça se passe, et puis les normes admises éventuellement socialement à la Fatha et autres, hein, parce qu'il y a apparemment d'autres modes alternatifs, et bien tout ça on va le laisser de côté. Est-ce que c'est possible? Oui, en tant que juriste, oui, c'est possible. On peut les interdire. Non, mais on peut compliquer la procédure. On peut compliquer la procédure. Mais quand on prend par exemple les étudiants, et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont mariés, qui se marient pour 3 mois, qui se marient pour 6 mois, qui se marient par le Fatha. Ouais, du moment qu'ils ont plus de 18 ans, c'est leur problème à la limite. Et il y en a qui ne le sont pas. Il y a des fillettes de 17 ans qui sont mariées par Fatha. En tant qu'étudiant. Contrat, c'est différent. C'est une garantie du père. Le contrat, c'est une garantie du père, mais ça rentre dans le cadre des mariages d'enfants. Je pense qu'on peut mettre les lois que l'on veut. D'ailleurs, dans un certain nombre de pays africains, on a pénalisé le mariage des enfants. Mais même de manière avec des lois pénales contraignantes, on a continué à avoir des mariages, sauf que au lieu que les enfants, la fille et le mari habitent ensemble, qu'il y ait cohabitation, il n'y a pas de cohabitation. C'est un petit peu comme Zawaj l'Missière, qui est un Zawaj où les gens habitent chacun indépendamment loin de l'autre.
Et donc, même avec une contrainte pénale, il y a eu continuité de mariage d'enfants. Donc, à mon avis, je pense que ça ne changerait rien. Par contre, c'est la modification des mentalités qui peut faire évoluer mais les choses. Vous n'avez pas l'impression que le changement de la loi peut influencer la pratique et les mentalités justement des populations? Je pense que le code de la famille de 2004 a beaucoup changé les mentalités. Et je pense qu'entre 2004 et aujourd'hui... Mais paradoxalement, excusez-moi de vous interrompre, on a eu plus de mariages des mineurs. Non, jusqu'à 2011. Jusqu'à 2011, voilà. En réalité, nous ne savons pas. En réalité, nous ne savons pas. Ce que nous savons, ce sont les mariages qui sont passés entre les mains du juge. Ouais. Et justement, cela, effectivement, jusqu'en 2011, il y a eu une évolution jusqu'à 39 000. Mais aujourd'hui, nous sommes à 12 600. En 2020, ce n'est plus que le tiers du nombre qu'il y avait en 2011. Mais par contre, malheureusement, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe loin du juge. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Je préfère encore que les mariages se passent entre les mains du juge et que nous ayons une garantie pour la femme et une garantie pour les enfants. Parce que si demain, la femme est abandonnée par le mari et qu'il n'y ait pas d'acte, elle a beaucoup de difficultés pour faire reconnaître la paternité des enfants. Et moi, je préfère que faciliter le passage par le juge plutôt que compliquer et d'envoyer la majorité des gens vers le mariage par fatha. Oui, Mohamed Alaa Lahlou, professeur vacateur à l'université. Je suis très heureux d'entendre maintenant de la part de deux personnes qu'effectivement on n'est pas pour la fixation définitive sans exception du mariage à 18 ans. Mais je déplore malheureusement de l'âge minimal de mariage à 18 ans. Par contre, je déplore encore une fois, ça doit être la troisième, que je n'ai pas eu de réponse à ma question qui est est-ce qu'on est pour ou contre les relations hors mariage et pourquoi l'âge du mariage à 17 ans et 11 mois serait OK et ne serait pas valide et celui de 18 ans et 1 mois serait valide. J'ai entendu des droits humains universels. Qui a décrété leur universalité? Quand est-ce qu'on a voté pour ces droits humains? Où sont-ils le fait d'une puissance coloniale qui les a décrétés valables pour toute la planète? La deuxième chose que j'ai entendue, Madame Lamrani s'est un petit peu emportée, mais excusez-moi, ceux qui nous prennent pour des monstres sont des monstres. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Première Guerre mondiale avec des millions de victimes. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Deuxième Guerre mondiale avec des dizaines de millions de victimes. On n'a pas fait Hiroshima, on n'a pas fait Nagasaki. On n'a pas fait non plus les avions, on n'a pas fait l'ordinateur que vous avez inventé. Je ne vous ai pas interrompu, donc ayez le plaisir et la gentillesse et la rationalité de ne pas me interrompre. Ce ne sont pas nous qui faisons les EHPAD et qui nous jetons nos grands-parents aux établissements de troisième âge, ce ne sont pas nous qui diffusons la culture LGBT dans le monde, ce n'est pas dans notre pays comme la France où nous avons 60% des naissances qui se font hors mariage, ce n'est pas notre pays les États-Unis où nous avons 2,5 millions d'enfants sans abri à cause de ces relations qui ne sont pas protégées par les droits d'un acte de mariage tel qu'il doit l'être. Ce ne sont pas nous qui avons fait un génocide des Indiens sur lequel Géronimo, le petit-fils de Géronimo dit que, sur lequel vous m'interrompez, ça vous emportez, vous êtes passionné, je comprends, mais quand même. C'est la même vision que vous, c'est Non, mais dit ce n'est pas un avis, je parle de faits, les faits sont têtus. Il y a des choses qui sont, je suis interrompu encore une fois. 200 par jour. Je suis interrompu. S'il vous plaît, on va le laisser finir. Non, s'il vous plaît, laissez-le juste finir et après je vous donne la parole, vous direz ce que vous voulez. Détruisez son argumentaire si cela vous déplaît, mais laissez-le finir, s'il vous plaît. Mohamed Alaa. J'ai attendu pendant 30 minutes gentiment. J'aimerais bien que ne pas être interrompu. Si c'est possible, Zama, je conçois que vous ne soyez pas d'accord et que parfois mon argumentation remet en cause les bases épistémologiques de ce que vous dites, mais quand même, juste écoutez-moi. Ayez le plaisir de m'écouter. Donc, quand j'entends que, par exemple, Madame Lamrani, vous dites, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans, et vous dites que le prophète s'est marié à 11 ans. Question, est-ce qu'on sait? Non. Ok, le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 11 ans. Est-ce qu'on sait ou on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans? Ah, donc vous n'êtes pas sûr qu'il s'est marié? Qui dit comme quoi le prophète s'est marié avec sa dernière épouse. Donc pour vous c'est une hypothèse. Non, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris juste pour ne pas tarder. J'ai compris, c'est une hypothèse. Mais maintenant, si on dit que ce qu'on sait sur il y a 1400 ans, c'est une hypothèse, est-ce qu'on sait que le Coran qui nous est arrivé tel qu'il est arrivé
il a été dit tel qu'il a été dit il y a 1400 ans ou pas? Je ne peux pas vous donner de réponse. C'est très grave alors, c'est très grave, parce que moi je peux vous dire, si vous ne savez pas, il y a un principe en logique qui veut dire et Dieu il dit dans le Coran donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 1400 ans, il y a des gens qui le savent avec des preuves. Donc maintenant ce que j'ai entendu aussi, c'est que bon, c'est la troisième fois que je le dis, mais encore une fois, on ne parle pas du mariage des mineurs, on parle des mineurs qui veulent être mariés. Dès lors que vous allez dire des femmes, donc ça, c'est grave l'épistémologie, dès que vous me dites que des femmes qui ont 17 ans ou 11 ans ou 15 ans sont obligées à se marier, je vous dis stop, je ne cautionne pas cela. Point barre, le débat est terminé. Que l'on mette en place des outils pour encadrer cela ou pour l'enlever ou pour le diminuer, ça c'est des actions que le législateur doit prendre en compte. Mais qu'est-ce que vous répondez, Mohamed Al-Ahlou, aux personnes qui vous disent de toute façon, un enfant ne peut pas décider s'il veut se marier ou pas parce que c'est un enfant, il ne sait pas ce qui est bon pour lui? Oui, je réponds que d'abord, on a la question de la tutelle légale pour l'enfant, premièrement, et deuxièmement, quand on parle d'une personne qui est pubère, elle n'est plus un enfant. Pourquoi? Si cette personne commet un crime, est-ce qu'elle va être jugée devant la cour? Oui ou non? Est-ce qu'elle va répondre de son acte? Oui ou non? Pourquoi dans ses actions qui concernent le droit pénal, il doit répondre de son action, et pour ses actions qui concernent le droit civil, il ne doit pas répondre à ses actions? Ceux qui ont fait le code de la famille, je suis désolé, le code de la famille, ce n'est pas un Coran. D'ailleurs, le roi lui-même, il a dit dans le discours que اختلالات وسلبيات أبانت التجربة انحرافا عن بعض بنودها. Et donc, فالأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية ولن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. Donc, le code de la famille, vu qu'on veut le faire évoluer, eh bien, ce n'est pas un Coran, parce que de toute façon, même dans 20 ans, on voudra le faire évoluer de nouveau. Donc, juste pour finir, les droits humains, plaider leur universalité, ça c'est c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a démontré, personne n'a voté leur universalité. Deuxièmement, quand on dit est-ce qu'il y a mariage ou zina et qu'on me dit non, il n'y a pas que mariage ou zina, j'aimerais bien comprendre quelle est la troisième voie. Parce que on ne peut pas avoir la chose et son contraire, et c'est soit blanc, soit noir. Soit c'est mariage, soit c'est zina. Troisièmement, quand j'ai demandé, et ça c'est la troisième fois que je le demande, pourquoi à 18 ans cet âge arbitraire, je n'ai pas eu de réponse. Et quatrièmement, j'ai entendu une chose. Vous dites, Madame Lamrani, que les choses, ce sont des choses anciennes, mais pas tout ce qui est ancien n'est périssable. La logique est très ancienne. Vous avez dit ce sont des choses anciennes, ce sont des pratiques anciennes. J'ai noté, heureusement, j'ai pris un stylo, un papier. Cher monsieur. Et donc, quand vous dites ce sont des choses anciennes... Vous faites beaucoup de suppositions. Non, mais je l'ai noté avec un stylo. Zama, quand vous parliez, j'ai un stylo. Mais il y a beaucoup de suppositions dans ce que vous dites. Pas du tout. Il y a beaucoup de présomptions, de culpabilité. Pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai remarqué de ce que vous dites. Mais moi, quand vous avez dit ce sont des choses anciennes, on doit les dépasser, toutes les choses anciennes ne sont pas à dépasser. C'est pas ce que j'ai dit. La logique, les mathématiques sont très anciennes, elles ne sont pas à dépasser. J'ai dit qu'il faut se conformer aux lois de notre pays. Madame Stanley, elle a dit, c'est le seul domaine. Pas à des lois coraniques. Non, je suis désolé. Parce que mon pays est conforme. Notre pays est un pays musulman. Il est conforme. Alors, elles sont coraniques, nos lois. Alors, on se conforme à nos lois, qui sont déjà coraniques. Ok, donc quand il y a contradiction avec le Coran, c'est le Coran qui prime. Qu'est-ce que vous faites de ce verset? C'est pas le Coran qui prime, c'est les lois de notre pays. Parce que les lois sont déjà conformes à notre Coran. Très bien, et donc s'il y a contradiction... Les nouvelles, les prochaines seront également conformes à notre contradiction, selon le discours de Sa Majesté. Bien entendu, donc c'est pour ça qu'il a dit donc s'il y a contradiction, c'est le Coran qui prime. Parce que la Constitution est musulmane. Le Coran n'est pas révisé chaque siècle, les lois le sont. Autre chose que je voulais invoquer, c'est le fait que Madame Sqali, vous avez dit pourquoi le seul domaine qui devrait être conforme à notre tradition coranique, c'est le code de la famille. Non, moi je suis d'accord avec vous sur ça. Même l'économie, on doit interdire les intérêts, par exemple. C'est quelque chose qui est dans le droit civil. Pourquoi? Parce que les intérêts tels que démontrés maintenant en Orient et en Occident sont la cause des inégalités qui font qu'aujourd'hui, en Occident, qui nous voit comme un monstre, 1% des gens détiennent 99% des richesses. 12 personnes détiennent autant que 4 milliards de personnes. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir un monstre, c'est bien eux, puisqu'ils sont dans le top 10 de la prostitution, du vol, de l'alcool, du meurtre, de la mafia, des cartels de drogue, du suicide, de l'homosexualité et de la colonisation. C'est votre perception. Non, mais ce sont des faits, Madame Lamrani. Les faits sont têtus. Moi aussi, j'ai vécu là-bas. Vous m'avez interrompu 4 fois. C'est triste. Parce que moi, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez pu développer. Je suis obligée de répondre. Très bien. Vous avez pu développer votre point de vue. Je ne vous ai pas interrompu. Si maintenant on peut interrompre, allons-y. Excusez-moi, je ne comprends pas votre façon de diriger le débat. Je m'excuse de vous le dire. Allez-y, prenez votre temps. Tout à l'heure, quand professeur Gsous a parlé de la grossesse
qui est un sujet étroitement lié à la question du mariage, vous lui avez dit stop, on est hors sujet. Il y a un risque d'être hors sujet. Oui, vous avez dit il y a un effectivement. risque d'être hors sujet, mais là, on commence à parler des inégalités, on parle de beaucoup de choses qui sont très très loin du sujet, mais vous n'intervenez pas. Alors je ne comprends pas. Justement, peut-être c'est lié au fait qu'une personne se présente comme étant parler au nom de l'islam. Alors l'islam, c'est sacré, attention, je ne touche pas, je le laisse parler, lui il parle parce qu'il parle dans la légitimité religieuse et sacrée. C'est ça qui est dangereux dans un débat. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai protesté contre le fait que que vous lui demandiez que dit l'islam. Pourquoi est-ce que l'islam c'est une voie? Prouvez qu'il ne dit pas cela. Comment? Prouvez qu'il ne dit pas cela. Je ne suis pas ici dans une discussion religieuse, monsieur. Je suis dans une discussion sur le mariage des mineurs au XXIe siècle, en 1922, avec les lois que nous avons, avec la réalité sociale que nous avons. Et ce que je trouve que c'est extrêmement grave de vouloir sacraliser le fiqh, qui est un effort humain de ulama de l'époque, mais qui ne correspond absolument pas à notre réalité. Nous avons autant de légitimité avec notre cerveau d'aujourd'hui et nos moyens technologiques qu'on ne se prive pas d'utiliser, sans demander si c'est dans la référence islamique ou pas, ce qu'il y a dans le Coran où il n'y a pas le droit d'utiliser l'ordinateur, etc. Ça, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Mais voilà, on utilise aujourd'hui des moyens agrandisseurs de notre intelligence qui nous donnent la possibilité de recourir à toutes les références, etc., au commun des mortels, mais on continue à sacraliser un effort humain qui n'est pas sacré. C'est un rite. Aujourd'hui, je devrais me référer à un rite maléquique. C'est tout simplement une perception de l'étranger, de tout ce qui se passe à l'étranger comme étant des koufars. On voit les autres, malheureusement, comme des koufars. On oublie que les koufars, c'est eux, mais c'est pas des koufars. Il y a une troisième voie. Vous devez savoir. Là, il y a une troisième voie. Parce que vous les percevez comme des koufars. Et ce n'est pas des koufars. Alors arrêtez de les percevoir comme ça. C'est des gens qui croient au texte, à d'autres textes. Peut-être pas au vôtre. Ne vous emportez pas. Il n'est pas nécessaire de vous emporter. Que les koufars ont inventé. Avec l'ordinateur, c'est les koufars qui l'ont inventé. C'est Dieu qui l'a dit au minkum kafirun, au minkum mu'min. Alors Il n'y a pas une troisième voie. les koufars ont inventé un La civilisation humaine est dynamique. Alors on est dans des avions, et plus de voitures. S'il vous plaît. Parce que c'est les koufars qui ont inventé ça. C'est tellement biaisé. C'est une honte de traiter les autres comme des koufars. Et si vous êtes un vrai musulman, vous devez respecter les autres Dieu livres. parle des koufars partout. Non, il n'a pas dit comme ça. S'il a dit comme ça, la ikraha fi din. Alors vous arrêtez de percevoir la religion de cette façon. Madame, Parce que vous emportez beaucoup. c'est honteux. Et Sa Majesté le Roi. De percevoir l'Occident de cette façon. Et Sa Majesté le Roi, quand il a dit Lan uhallila haram wa la uharrima halal, le premier des haram, oui, monsieur. On doit admirer l'Occident. D'accord, mais c'est les Parce que c'est l'Occident qui a ramené les valeurs universelles. Tiens donc, c'est l'Occident qui a. Hiroshima, c'est les valeurs universelles. C'est l'Occident. Ah, l'Occident a ramené les valeurs universelles, ça c'est nouveau. On est hors sujet. Oui. Non, on est hors sujet parce qu'à chaque fois qu'on parle de... Parce qu'on est hors sujet, parce qu'on a placé le débat, non pas sur le plan de la réalité et de ce qui se passe, mais en allant chercher des alors, références. ne suivez pas ce raisonnement. Il ne faut pas suivre ce raisonnement. Parce qu'on n'a pas discuté du sujet. Est-ce que vous voulez que je quitte le plateau, c'est ça? Alors, passez au sujet. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui comment réduire ce nombre de mariages des mineurs. Voilà, ce qu'il faut dire. Oubliez ce qu'il dit. Si vous ne voulez pas, ne répondez pas à ce qu'il dit. D'accord. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des contournements de la loi. Nous avons une loi qui fixe l'âge du mariage à 18 ans et qui donne les possibilités de dérogation dans des cas particuliers. Alors, moi, j'ai fait deux remarques. Premièrement, c'est qu'il y a des contournements de la loi qui font qu'on va chercher, à travers justement, en instrumentalisant la religion, en disant si on fait Zawaj al-Fatiha, on est dans le légitime, alors tranquille. On fait de tahayyul, c'est-à-dire on fait un contournement encore une fois de la loi, et ça devrait être pénalisé. Justement, quand il s'agit de violer la vie d'une petite fille et de mettre fin à sa vie pour le plaisir sexuel d'un individu détraqué qui fait du pédomariage. Moi, j'appelle ça du pédomariage. Je ne pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'appeler ça qu'un pédomariage. Et je pourrais faire la différence, comme vous avez fait tout à l'heure référence, quand il s'agit d'une différence d'âge de 2 ans ou de 3 ans entre deux personnes qui pourraient être amoureuses l'une de l'autre, etc., je pourrais avoir une indulgence.
Mais quand il s'agit de l'exercice d'une tutelle sur cet enfant par un père, et ce qu'on a remarqué dans les études qu'on a fait, c'est que la mère n'est jamais présente. La mère, on lui demande pas, alors que la mère est censée être beaucoup plus proche de sa fille et pouvoir, disons, savoir ce que pense la fille. Donc la fille, on ne lui demande pas son avis, et c'est le père qui la marie, comme s'il s'agissait d'une marchandise. Deuxièmement, Non, on a dit que la vie est nécessaire. la question importante que je voudrais dire, je crois que c'est là qu'il faut résoudre le tabou, c'est la question des enfants nés de ces mariages-là, que ce soit Bil Fatiha ou la Fatiha ou la Blacor. Si on résout le problème de l'enfant, est-ce qu'on va dire qu'une fille, ou bien elle est obligée de se marier pour donner de la légitimité à son enfant, ou bien son enfant est jeté à la rue et on n'en a rien à foutre d'elle et de son enfant et de tout ce qui s'ensuit, qu'il sera voué aux gémonies jusqu'à la fin de ses jours et qu'il sera traité comme un non-être sans aucun respect de ses droits humains, ou bien est-ce qu'il s'agit de dire qu'un enfant, comme c'est dit dans la Constitution, qu'un enfant a droit à l'égalité du bénéfice de ses droits, quelle que soit sa situation familiale, et à ce moment-là, la question du mariage, c'est une question beaucoup moins passionnelle. Pourquoi elle pose autant de problèmes? C'est parce qu'il s'agit de légitimer la situation de l'enfant. Et on va faire fi de l'engagement de cet homme qui a dit à cette femme, il lui donne des engagements religieux comme quoi il est avec elle, et une fois qu'elle tombe enceinte, il s'en va, et il y a l'impunité. Et la femme, pourquoi est-ce qu'elle crie dans l'horreur? C'est pas parce qu'elle veut absolument s'accrocher à ce mec, mais c'est qu'il faut qu'elle légitime la situation de son enfant. Donc fondamentalement, le problème majeur qui se pose, c'est le problème de la relation entre les relations sexuelles hors mariage et le mariage. Où est-ce qu'on commence dans un mariage légitime? Où est-ce qu'on termine? Est-ce que c'est une question religieuse ou une question légale? Ça, c'est des questions qui se discutent. Et où en est la situation de l'enfant? Pourquoi est-ce qu'un enfant, quelle que soit la situation familiale dans laquelle il est né, il n'est pas considéré à égalité comme tous les autres enfants et qu'il puisse bénéficier de la protection sociale et de la protection de l'État et de toutes les instances de l'État. Khadija Amalani, avocate en droit de la famille, je voudrais vraiment vous poser une question qui m'a interpellé pendant que je préparais l'émission. C'est que, effectivement, l'article 20 et 21 donne le droit au juge d'avoir une sorte de pouvoir d'appréciation, mais il a placé cela sous certaines conditions. Alors, notamment des conditions en matière d'expertise médicale et d'enquête sociale. C'est ce qui est écrit au niveau des deux articles de loi 20-21. Aujourd'hui, quand je vois certaines études qui nous parle de 57% des mariages d'enfants qui sont autorisés le même jour, le jour de la demande. 57%. C'est-à-dire que, généralement, a priori, il est possible qu'on puisse penser que l'enquête n'a pas été menée. Parce qu'en un jour, très souvent, c'est le cas. Très souvent, il n'y a pas d'enquête parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Donc 57% des mariages d'enfants sont autorisés le même jour, 88% sont autorisés sans consultation d'un travailleur social et 91% sans expertise médicale. Ma question est de savoir quelle est la validité juridique de la position du juge et de l'approbation du juge de ce mariage si les règles qu'on lui a demandé d'abord d'avaliser, de cocher, n'ont pas été cochées. Il y a le fond et il y a la forme en droit. Et donc, si la forme n'est pas respectée, le fond, à la limite, il passe en second lieu, logiquement. Donc, est-ce qu'on peut se dire que ce sont des mariages qui, d'un point de vue juridique, tombent à l'eau? Malheureusement, réellement, oui, ça devrait. Mais malheureusement, non, ça ne tombe pas à l'eau. Ça a toute sa valeur et c'est effectivement des mariages qui sont valides. Non, mais c'est pas... Ils sont valides. Non, parce que j'ai imprimé les articles. Il y a un grand souci de moyens, en fait, qui va faire que les assistantes sociales ne pourront pas se déplacer, que les expertises ne pourront pas être faites. Mais il y a la menace pour le juge. Vous savez, le juge est dans une position très désagréable. J'aurais pas du tout aimé être juge dans ce domaine-là, parce que croyez-moi, il est obligé de valider parce que l'enfant, elle est enceinte, très souvent. C'est un autre sujet qu'elle soit enceinte ou pas enceinte. Ou pas enceinte. Écoutez, ou bien le papa l'a renvoyée parce qu'il a appris qu'elle était en relation avec le voisin. C'est un autre sujet. Moi, je suis... Non, excusez-moi, Khadija Lamra, il est simplement... Très désagréable. Agréable, pas désagréable, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Que dit l'article 20 ? Que dit l'article 20 ? Je ne vais pas le lire tout en entier, mais il dit de même, il aura fait, en parlant du juge, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. Donc, il a
l'obligation, le juge a l'obligation, de par l'article 20, la fin de l'article 20, il a l'obligation, s'il vous plaît, Nusa Srali, il a l'obligation de tenir cette expertise médicale et cette enquête sociale. S'il ne le fait pas, il contrevient à l'article 20, et donc à partir de là, la question de la légitimité de l'action qu'il a entreprise au sein de ce tribunal est questionnable d'un point de vue purement juridique. Oui, mais on peut déposer une plainte par la suite contre le juge, et puis c'est tout. Mais c'est pas, ça va pas annuler le mariage qui a eu lieu. Il est valide. Donc on peut donner on peut accorder un mariage. Excusez-moi, on peut accorder au Maroc un mariage en faisant fi des obligations. Parce que sinon ils vont se marier avec Fatha. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est leur problème qui se marient avec Fatha. Oui, mais moi, je suis le juge. Écoutez, le juge, il est Ça, dans ça une sort situation du- très désagréable. Excusez-moi, mais ça sort du tribunal. Vous comprenez ce que je veux dire, Khadija? Non, si vous parlez sur le plan Khadija, carré, sur le plan scientifique. S'ils vont se marier même en Espagne, c'est leur problème. S'ils vont se marier dans une campagne, c'est leur... Fatha ou les Vous êtes en train de me dire que le juge viole la loi, je Là, il ne comprends. viole pas la loi. Parce Oui. On lui dit où. Où. On lui dit ou le certificat médical ou le certificat social. C'est l'un ou Le l'autre. certificat médical qui est Jibo. Qui est Jibo, Le certificat médical, exactement. nous, elle est apte. Oui. Il y a Balra, il y a Exactement. Kira, Et c'est pas difficile d'avoir des certificats. Il dit qu'elle est bonne. Ce qui est Elle est contestable. bonne. Et on lui ramène des certificats. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est fait. Ça, et voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est une plainte pénale qu'on peut déposer à l'encontre du juge, mais ça ne remettra pas en question la validité du mariage. C'est ce que je veux vous dire. Très bien. Peut-être une réaction là-dessus, Mohamed Al-Lahlou. Oui, la réaction, c'est que moi je comprends que ce soit un débat passionné et passionnant par ailleurs, mais les décibels ne donnent pas raison. Les décibels ne donnent pas raison jusqu'à preuve du contraire. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est que justement, vous faites bien de l'évoquer, Simedi, c'est que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a une enquête sur la situation économique, sociale, psychologique et sanitaire. D'accord? Donc, la loi, quand elle donne des exceptions, elle donne aussi un cadre dans lequel on va donner ces exceptions. Encore une fois, on ne dit pas tout le monde doit aller se marier dès la puberté. Okay? Mais ce qu'on dit, c'est que ce sont des situations qui doivent être ouvertes, possibles, et pas quelque chose qui doit être arbitrairement fermé. Pourquoi? Parce qu'on a des cas où on a des décès de parents. On a des décès de parents. Qu'est-ce que vous allez faire de la femme qui a 13 ou 14 ans? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez l'appeler mineure et vous allez l'obliger à aller vers la prostitution. C'est ce qu'on encourage. On a des fois des accidents. Des accidents de... S'il vous plaît. On a des fois des accidents de parcours, des accidents de vie. On a parfois des jeunes qui ont envie. Vous allez les obliger à attendre 18 ans. Ils ont envie. Leurs parents sont d'accord. Eux sont d'accord. Les frères, tout le monde est d'accord. Pourquoi vous allez les obliger à attendre 18 ans pour contracter un mariage? Surtout que, puisque la société évolue, le médical aussi évolue. Aujourd'hui, on peut se marier, ne pas avoir d'enfants grâce aux moyens de contraception. Donc pourquoi on va prendre juste les aspects de l'évolution qui arrangent notre opinion et délaisser les aspects de l'évolution qui nous permettent de trouver une solution? Je peux concevoir que vous ne soyez pas d'accord avec ces solutions, mais au moins il faut accepter qu'il y ait des solutions différentes de ce que vous avez appelé, Madame Sqali, un schéma tracé. Le schéma tracé est dans votre esprit, mais il y a d'autres schémas possibles, Madame Sqali. Et je peux vous assurer qu'en 1h30, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais si vous voulez qu'on en discute dans un cadre plus ouvert, on peut le faire. Troisième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que justement, on a des situations où on a des filles ou là des garçons qui sont orphelins, des personnes pour qui on n'a pas de personne qui va venir aider. La femme, elle est au foyer, elle n'a pas de quoi travailler ni de quoi subvenir à ses besoins. Maintenant, on peut imaginer X, Y, Z milliers de situations où c'est une opportunité sociale que de marier le garçon, l'homme ou la femme qui a 14 ans. Donc c'est une opportunité sociale. Et aussi on a des situations de promiscuité. C'est-à-dire que, nous on est musulmans, donc c'est soit mariage, soit zina. Le jour où vous me trouverez c'est quoi la troisième voie, j'aimerais bien l'entendre. On a des enfants qui sont cousins ou la cousin éloigné, etc. Il y a beaucoup de promiscuité. À partir de la puberté, les hormones se développent. D'accord? L'homme, et c'est ce qui fait que les hommes et les femmes sont différents, qui ne peuvent pas avoir de droits et de devoirs égaux, bien entendu, l'homme sécrète 17 fois plus de testostérone que la femme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rappel d'usine, comme le font les compagnies de voitures, pour changer les hormones de tous les hommes de la planète, et les diviser par 17. Déjà, il y a une féminisation de la société. Donc, à partir de là, parfois, cette promiscuité fait que les familles ont envie de les marier. Donc cessons de ne dresser que moi. Je faisais mes recherches sur Internet et j'étais choqué que tous les articles qui parlent de cela dressent un tableau noir. Alors même que quand on parle au juge, et monsieur l'a dit, quand on parle au juge, il y a énormément de situations où il faut
donner cet accord de mariage à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes et non pas ces mineurs. Parce que encore une fois, Madame Sali, vous l'avez dit, c'est la 4e fois, s'il vous plaît. À partir du moment où il y a contrainte, c'est contraire à notre loi, c'est contraire à notre religion. Point barre, fermez ce dossier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Wallah yakhlik. Quand c'est le père qui décide pour la fille, c'est une contrainte. C'est une contrainte qui n'est pas acceptée en religion, tout simplement. Elle est pratiquée. Parce que le wali, c'est le père, c'est lui qui vient marier. Même s'il est wali, il n'a pas le droit. Vous êtes très formaté, monsieur, je suis désolé de vous le dire. Formaté de ? Vous êtes très formaté. De ne pas admirer l'Occident, c'est ça ? Vous êtes très formaté d'avoir des idées toutes faites qui dit ou bien c'est le mariage des fillettes ou bien c'est le facette. Alors que moi je dis l'inverse, je dis marier des fillettes ou des fillettes orphelines, c'est les jeter dans la précarité, c'est les jeter dans la prostitution. C'est votre opinion, elle est subjective. C'est votre opinion, elle est subjective. La mienne est construite sur des faits. Non, je suis désolé. Je suis désolé, je vous trouve très formaté. Non, pas du tout, je ne suis pas formaté, je vous donne des faits. Je vous dis qu'en islam, on ne peut pas contraindre une fille ou un garçon au mariage et vous me sortez un discours. Dites-moi non et donnez-moi une preuve. Je vous dis vous n'avez pas de preuve. Voilà. Quand vous me dites qu'une fillette, il faut la marier pour la sauver du facette, ou il faut la marier J'ai pas dit qu'il faut la marier. Parce qu'elle est J'ai dit qu'elle accepte de se marier, c'est différent. J'ai dit qu'on la laisse se marier. Vous lui donnez une sucette et elle vous dit d'accord, je me marie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a quelque chose qui s'appelle le wilaya. Et de toute façon... Le wilaya, c'est l'autorité d'un père sur sa fille. Pas du tout, c'est la protection. C'est pas la protection. Eh ben, c'est vous qui êtes formaté, madame. Alors, juste pour finir. C'est la représentation légale, c'est la tutelle légale qui implique une protection, un amour entre ce papa et cette fille. Il n'y a pas toujours le père. Le père, il peut être décédé, il peut y avoir des oncles et des gens qui ont des intérêts et qui vendent carrément ce pouvoir qu'ils ont sur la petite fille. D'où le fait que la loi, elle dit c'est un trafic de personnes qui est camouflé par une tutelle, etc. et tout ce qui s'ensuit. Le trafic de personnes, c'est leur permettre d'avoir des relations hors mariage et ensuite dénigrer l'enfant ou le jeter à la poubelle. C'est ça le trafic de personnes, Madame Zonouza. Et on voit des photos sur ça tous les jours. Le mariage des mineurs et le mariage du Fatiha, le mariage du Fatiha, c'est le mariage qui expose justement à la non-reconnaissance du mariage. Mais depuis quand j'ai défendu le mariage, tout ça. Dis le Fatiha parce que vous avez un référentiel formaté. Formaté de quoi? Je suis désolé. Vous direz formaté, ça c'est l'homme épouvantail, ça c'est un biais cognitif. Par les textes religieux. Alors on le laisse. Heureusement, je suis très heureux d'être formaté par les textes religieux. C'est pareil aussi, mais sur d'autres domaines, pas dans les domaines où la loi doit être appliquée. Chez nous, l'État, dans la pratique du Ramadan, oui, mais pas pour des histoires aussi importantes. Et quand il s'agit de mariage d'enfants, parce qu'on parle de mariage d'enfants là, on est en train de parler d'enfants. Il ne faut même plus l'employer le terme mineur. Bon, je termine. On marie des enfants là. Heureusement que ma mère ne m'a pas mariée. Moi j'ai des enfants et je vois 7 enfants et elle n'avait pas de quoi les nourrir. Et bien heureusement qu'elle ne m'a pas mariée. Vous avez des enfants, votre mari il les aime ou il les aime pas? Il les aime, il les aime, mais j'ai des enfants qui ont 15 et 17 ans et je vois très mal marier mes enfants aujourd'hui. Elle nous a pas accompagné au mariage précoce. Alors on va peut-être pas personnaliser le débat. On est obligé de parler comme ça parce qu'on n'a pas le même référentiel. Je ne vois pas de quoi on peut discuter. Très bien, Mohamed Talal. Marier des enfants, c'est criminel. Qui a 11 ans que c'est un enfant, on dit une femme de 11 ans ou une femme de 13 ans. Moi, je n'ai pas le même référentiel. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'à 12 ans on est un enfant ou à 13 ans. Sous prétexte qu'on est une femme et qu'on a un tuteur, on peut lui dire oui ma chérie tu te maries, elle va t'acheter une belle robe et elle va se marier. Tout simplement. À l'époque, les référentiels sont différents. Nos grands-parents, de l'époque de nos grands-parents, ils se sont tous mariés à ces âges-là. On est bien d'accord, à 11 ans, 15 ans. Ils ont eu des et c'était pas choquant. Mais aujourd'hui, de notre temps, c'est quelque chose qui nous choque dans tous les milieux. Dans tous les milieux, marier des enfants à 15-16 ans. Khadija Lamrani, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on fait quoi? Alors on fait quoi? On complique la loi. On va arriver à compliquer la loi, mais Mohamed Talal, mais vraiment quelques secondes, parce que je voudrais vraiment passer au jeu. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Donc, du coup, moi aussi, j'aurais pu dire à Mme Srali que je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit qu'il faut admirer l'Occident. Pourtant, je discute. Pourquoi? Parce que quand on a une base... Non, c'est pas sûr. J'admire l'Occident, moi j'ai jamais... J'ai pas dit ça. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui admire l'Occident. Vous avez dit Madame Srali, alors ne me parlez pas de moi. Non, je parle du principe de discuter. Il a parlé avec lui, mais ne me parlez pas à moi pour me dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pas grave, on peut ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Heureusement. On pourra passer à autre chose. Et si vous avez...
Heureusement qu'il y a des gens qui ont l'autorité qui sont un peu plus ouverts. Bref. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on dit que yani, on va marier des fillettes, encore une fois, quand on dit on va les marier, ça implique que c'est une autre personne qui le fait. Encore une fois, je vous ai dit, elle doit donner son accord. À partir de là, vous ne pouvez plus me dire de l'argument, c'est la 4e fois, s'il vous plaît, cessez de porter sur le plateau cet argument parce qu'il n'est pas valable. Et l'autorisation... Vous ne pouvez pas dire que mon argument n'est pas valable. Parlez de votre idée sans parler de moi. Mais vous ne pouvez pas me dire il faut dire ça ou il ne faut pas dire ça. Voilà, dans ce cas, je ne vous le dis pas, non, je suis désolée. Il me dit il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un débat, Madame Sqali. Non, vous dites ce que vous pensez. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Ne m'interpellez pas. Ne me donnez pas d'instructions sur ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Tout ce que vous dites est juste. Ce que vous voulez. Donc, parlez de vous, de votre idée à vous. Non, moi, je suis dans un débat. On m'a invité à un débat. On ne m'a pas invité à une conférence. Oui, mais si vous voulez que je parle tout seul, invitez-moi à une conférence. Alors, on va le laisser terminer. Bon, de toutes les manières, j'ai toujours pas eu de réponse sur pourquoi 17 ans et 11 mois, c'est pas autorisé, et 18 ans et 1 mois, c'est autorisé. J'ai toujours pas eu de réponse sur le fait, la position, si on interdit le mariage avant 18 ans, est-ce qu'on est d'accord pour les relations zina hors mariage? J'ai toujours pas eu de réponse sur ces éléments. J'aimerais bien. J'ai toujours pas eu de réponse sur le fait qui a voté l'universalité de ces droits. Et au final, je souligne encore une fois le fait que quand on donne ces exceptions, il doit y avoir une étude sociale, économique, psychologique et de santé, comme la loi le clarifie. Khadija Lamarani, avocate en droit de la famille, justement. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est voulu, c'est de réduire drastiquement ce nombre de mariages des mineurs. C'est ce que affichent en tout cas les autorités publiques. Concrètement, comment y arriver à travers le mécanisme, j'ai envie de dire, juridique. Vous avez parlé tout à l'heure de compliquer la loi. Oui, compliquer la procédure. On est bien d'accord. C'est-à-dire, si on prévoit 3 ou 4 audiences séparées, espacées de 1 mois chacune, pour qu'il y ait une validation par l'enfant en question de sa volonté réelle, je pense que ça va beaucoup réduire ces mariages des mineurs. Si on ramène l'enfant avec son tuteur légal et qu'il confirme et qu'on lui donne encore un délai de réflexion d'1 mois, ça va être, pour moi, c'est une solution qui peut être envisageable et qui peut être très intéressante. Également, donner la possibilité à l'enfant qui a été marié à l'âge de 15 ou 16 ans de faire un recours après ses 18 ans pour abus de patriarcat à l'encontre de son père, ou pour vice du consentement, comme ça a été observé dans certains mariages. Et je porte en jurisprudence la jurisprudence de Rachida Dati, qui, bien que mariée majeure, elle a été mariée à l'âge de 25 ou 26 ans, elle n'était pas d'accord le jour de son mariage. Elle avait dit, elle n'a pas dit oui au moment, elle n'a pas donné son consentement, et donc elle a fait un recours. D'ailleurs, elle en parle beaucoup sur YouTube. En annulation de son mariage. Elle a réussi pour vice du consentement. Excusez-moi, comment est-ce que le juge l'a mariée si elle n'était pas d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont pensé en France qu'elle avait dit oui. Et puis après, elle s'est rendue compte que juste le lendemain, elle a fait son recours en abus en vice du consentement. En disant non, moi je n'ai jamais dit oui. J'ai réfléchi au moment où il fallait dire oui, j'ai rien dit. Et ça a été considéré comme étant oui. Elle a ramené des témoins. Vous verrez sur YouTube, c'est assez intéressant, c'est une très belle jurisprudence et qui exprime beaucoup de choses sur ce qu'on pourrait faire. Donner cette possibilité à l'enfant qui devient majeur de faire un recours en annulation de ce mariage qui a été pour vice de consentement. Je veux dire que je n'ai jamais été d'accord. Donner toutes ces possibilités et nous pouvons. Un législateur peut donner cela. Car aujourd'hui, je pense qu'on s'oriente vers des valeurs qui sont logiques et des valeurs inspirées, bien entendu, des valeurs universelles, parce que moi, c'est ce que je ne reconnais pas autre chose. Je ne connais que les valeurs universelles, et heureusement d'ailleurs. Et c'est avec ça qu'on arrive à légiférer et à être logique dans sa législation. Encore une fois, je soutiens que je ne suis ni contre le patriarcat, ni contre le matriarcat, ni pour le patriarcat, ni pour le matriarcat. Je suis pour l'application littérale des valeurs universelles, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'article 20 et 21, par exemple, l'abrogation, est-ce que pour vous... L'abrogation, le maintien, mais on rajoute des verrous. Des verrous. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais mis exactement comme la procédure du Chirac. C'est la procédure en 6 mois. J'imposerai une procédure de 6 mois pour dire très bien, ok, vous revenez dans 1 mois et vous ramenez l'enfant mineur.
Et je repose la question, moi en tant que juge. Encore, je renvoie encore le comité à un mois après. Et au bout de 3-4 fois, on est vraiment sûr que l'enfant veut se marier. Mais là, excusez-moi, mais encore une fois, si jamais le juge avalise le mariage sans pour autant respecter la procédure que vous êtes en train de nous proposer... Là, il serait nul. Ah, voilà, donc vous voulez quand même qu'il y ait un changement à ce niveau-là, parce que bien entendu. il y a des garde-fous déjà dans l'actuelle mouture, mais quand on ne les respecte pas, le mariage, quand même, il est là, ce sont que des petites mesures qui sont très simples, parce que ramener un certificat médical, c'est pas compliqué, d'accord. Là, je vous dis, c'est une procédure de 1 mois. Vous allez voir dans la procédure du Shekak, partez dans les articles qui régissent, c'est 97 et suivants, les articles 97 et suivants de la Modawana, qui sont très clairs, qui vous disent que si le juge ne respecte pas le délai de 30 jours pour la convocation, le Shekak est nul et non avenu, le jugement est nul et non avenu, si vous ne respectez pas ces délais. C'est-à-dire que la procédure, et croyez-moi, j'enseigne la procédure civile, donc je sais ce que... Quand je... Si vous mettez comme ça, noir sur blanc, que s'il n'y a pas respect des 30 jours... pour la prochaine audience, 30 jours. Donc le juge, croyez-moi, il calcule les 30 jours, hein, il sait très bien qu'il paye. Sinon, là, la procédure serait nulle. Mais l'article tel qu'il est rédigé aujourd'hui, c'est un article qui n'est pas protecteur pour l'enfant. En tant que futur, enfin, si je devais légiférer, j'aurais fait cela. J'aurais mis des délais avec des 30 jours, exactement comme l'article qui a été fait pour la loi sur le divorce pour Discord, pour Shekak, qui est très bien fait. C'est le plus bel article de la Modawana de 2004. Donc moi, je m'inspirais de celui-là pour refaire l'article 20 et 21. Chakib Dessous, sociologue, pour justement essayer de réduire ce chiffre-là, une proposition qui vous paraît être urgente et facile surtout à mettre en place pour essayer de réduire ces 13 000 mariages de mineurs. 12 600 officiels. Oui, 12 600 aussi. Je n'ai pas une proposition, 4 propositions. Mais auparavant, je voudrais savoir, ça veut dire que ce sont des fillettes. Et s'ils sont des fillettes, l'imam Malik dit que le wali peut les marier. Si elles sont des fillettes, parce qu'elles n'ont pas été pubères, est-ce qu'elles ont donné leur accord? Est-ce que leur accord est accepté ou pas? Maintenant, je voudrais donner les 4 propositions qui me semblent être importantes. Première proposition, c'est la généralisation de la scolarisation. Nous ne pouvons pas arrêter le mariage des mineurs si nous ne généralisons pas. Nous sommes dans une bonne voie de généralisation. Maintenant, il faudrait que l'école soit également une école qui soit attrayante et utile pour l'enfant, que l'enfant sente que cet enseignement est utile pour lui. Deuxième point, c'est lutter contre les abandons scolaires. Nous avons 300 000 abandons scolaires par an, et ce sont ces abandons scolaires qui donnent des fillettes qui demain pas demain, les jours suivants, qui vont se marier. Donc, lutter. Et nous avons le moyen pour lutter contre les abandons scolaires, puisque de toutes les façons, le ministère l'a essayé pendant quelques mois, l'a arrêté, mais des tentatives ont été faites dans un certain nombre d'endroits qui ont réussi. Troisième point, c'est qu'il y ait des opportunités professionnelles pour les femmes. Nous ne pouvons pas considérer que les femmes aient des études du même niveau que les hommes et qu'elles aient des résultats qui sont meilleurs que ceux des hommes et que sur le marché du travail, elles n'ont que des activités qui sont des activités subalternes ou des activités dans l'informel. Il faut qu'elles aient des activités dans le formel et que leur place, la proportion des femmes qui travaillent soit une proportion égale à celle des hommes. 70% des hommes en âge de travailler le sont. Il faudrait que les femmes ne soient pas à 20%, mais 70%. Maintenant, le 4e point, c'est la sensibilisation de la population. Et là, c'est un travail qui est important. La société civile fait un travail remarquable de sensibilisation. Nous le voyons quand une association va dans un village ou dans une région et qu'elle fait du travail de sensibilisation, surtout si elle fait à 2 ou 3 reprises, nous le voyons 4 ou 5 ans après, nous voyons que le nombre de mariages de fillettes est en train de diminuer de façon drastique. Et là, je salue donc le travail de ces associations et de la société civile. Loza Srali, pour le mot de la fin et les propositions justement qui vont dans le sens d'une réduction de ces mariages des mineurs. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord pour faire le lien entre le mariage des mineurs et l'abandon scolaire. Il y a une expérience pilote qui est menée aujourd'hui dans la région de Marrakech par le ministère public en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et la société civile pour répertorier
dès qu'ils voient une fille qui est en abandon scolaire, eh bien, ils alertent le ministère public, le ministère de l'Éducation nationale alerte le ministère public, qui, à son tour, alerte la société civile pour procéder immédiatement à sauver les meubles, en quelque sorte, c'est-à-dire à ramener cette fillette à l'école en identifiant quelles sont les raisons qui ont fait que cette fillette a quitté l'école. C'est une façon, parce que le fait de quitter l'école, c'est une antichambre, en quelque sorte, pour le mariage précoce, en disant Gelsa, Allahumma jouj. Donc c'est une façon de... Également, je suis pour le fait que la loi interdise et pénalise le mariage des mineurs. C'est-à-dire que quand il s'agit... il pourrait y avoir... C'est-à-dire que c'est un débat et une réflexion qui est nécessaire pour permettre des dérogations dans des cas très particuliers et très cadrés dans le cadre de la loi. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une différence d'âge qui est importante, il est inadmissible et inacceptable qu'on continue à permettre à une petite fille... Important, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quand vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure... 10 ans. C'est à discuter. Ouais. C'est à discuter, mais déjà 5 ans, c'est une différence d'âge qui est notoire. C'est-à-dire, parce que déjà, il y a une suprématie masculine sur la petite fille, il y a une discrimination de genre, et si en plus il y a le pouvoir de l'âge, ça fait que cette fille est exposée effectivement à la domination, elle est exposée à la violence, elle est exposée à tout ce qui peut... Et malheureusement, la violence, ce n'est pas une invention de notre esprit, c'est une réalité que nous constatons avec beaucoup d'amertume. Donc pour moi, il s'agit de pénaliser le mariage des mineurs et de pénaliser surtout le mariage qui est fait en dehors de la loi. Parce que, y compris le mariage par la Fatiha, par exemple ? Oui. Parce que le mariage pour la Fatiha est sacré, mais je dis le mariage des fillettes, c'est un crime contre ces fillettes, et je dis la Fatiha, elle est innocente. Elle est innocente de ce crime. C'est-à-dire, je fais absolument le distinguo entre la Fatiha, qui est un texte sacré et qu'on ne saurait pénaliser, mais entre l'utilisation de cette frauduleuse, disons, de ce texte sacré, pour pouvoir... et moi, j'avais relevé ça quand j'étais au Parlement auprès du ministre de la Justice du précédent gouvernement, dans lequel je disais, un homme de 40 ans vient vous dire qu'il est en relation sexuelle avec une fille de 16 ans et qu'il l'a engrossée et il veut se marier, il veut régulariser sa situation, vous lui donnez la régularisation de sa situation, et une fille de 25 ans avec un homme de 26 ans ou de 27 ans qui ont des relations hors mariage, vous les faites rentrer en prison. Vous les sanctionnez pour relations sexuelles hors mariage. Qu'est-ce que c'est que cette je ne vais pas dire schizophrénie, mais qu'est-ce que c'est cette hypocrisie sociale qui fait qu'en utilisant la religion, on peut commettre les pires crimes sur la vie d'une fillette impunément. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pénaliser le mariage frauduleux déjà, quelle que soit la façon dont c'est utilisé. Il faut protéger réellement ces fillettes, il faut imposer l'obligation de la scolarité. Et c'est prévu dans la loi, mais simplement, il faut appliquer cette loi. Il ne faut pas appliquer que les lois qui sont en défaveur. Et il faut qu'il y ait une mobilisation sociale de toutes les institutions de l'État pour converger vers la protection de l'enfance et vers l'autonomisation des filles pour leur permettre de pouvoir elles-mêmes gagner leur vie et ne pas être exposées justement à la précarité. Le mariage des mineurs contribue à la précarisation des filles et des femmes et de leurs familles. Et c'est pour ça que je dis que ça a un impact sur le développement. Et Sa Majesté le Roi, dans son précédent discours, a attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas faire avancer encore une fois le pays si toutes les ressources humaines, hommes et femmes de ce pays, ne sont pas à même de pouvoir contribuer à ce développement en étant elles-mêmes formées, en ayant bénéficié de l'éducation et en pouvant bénéficier d'un emploi qui leur permette la vie dans la dignité. Et quant à la relation sexuelle, excusez-moi, je dois le dire, parce que depuis tout à l'heure on le dit, entre le mariage et entre la zina, eh bien, il y a la réalité sociale dont je ne suis pas responsable, ni vous, et qui fait que des centaines de milliers de Marocains et de Marocaines, qui pourtant se reconnaissent pleinement dans l'identité musulmane et qui pratiquent à tour de bras la relation sexuelle hors mariage. Donc c'est pas moi qui l'invente, ça je vous dis, il y a une étude du ministère de la Santé qui nous dit que les relations sexuelles commencent à 16 ans et demi pour les garçons et à 18 ans pour les filles, en moyenne. C'est une étude du ministère de la Santé et qui fait qu'on peut fermer les yeux là-dessus et dire que c'est de la zina ou de ce qu'on veut si on n'affronte pas cette réalité comme une réalité sociologique
en voyant quelles sont les causes et en voyant comment on peut pallier à cette réalité, on n'ira pas très loin. Mohamed Talal Lahlou, professeur universitaire pour le mot de la fin également. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu beaucoup d'idées reçues et beaucoup de choses qui sont basées sur des arguments qui, logiquement, ne tiennent pas. Mais je voulais revenir sur quelques points tout simplement. C'est que, de toute façon, vu qu'on doit avoir le syndrome de Stockholm et admirer celui qui nous a colonisés, eh bien, je donnerai un chiffre sur celui qui nous a colonisés. C'est que, par exemple, en France, nous avons 60% des bébés qui naissent hors mariage. Ils ont. Ah oui, en France, ils ont. Effectivement, donc est-ce que c'est le modèle vers lequel on veut s'orienter? Pourquoi, en cas de crime, celle qu'on appelle fillette, qui est en réalité une femme pubère ou un garçon ou un jeune homme pubère de 17 ans, quand il commet un crime, il doit répondre de ses faits. Par contre, le mariage, il ne peut pas décider. Pourquoi donc je n'ai toujours pas eu de réponse sur l'arbitraire, parce qu'au final ce que je dis c'est que, et qui a été partagé par certains ici, c'est qu'on ne peut de toute façon pas fixer cet âge à 18 ans parce que ça serait arbitraire, et la preuve c'est que de toute façon personne n'a pu répondre sur le fait de pourquoi à 17 ans et 11 mois c'est pas accepté et à 18 ans et 1 mois c'est accepté, et malheureusement je n'ai toujours pas eu de réponse sur l'alternative. C'est si on fixe cette limite à 18 ans, est-ce qu'on est pour ou contre? On ne parle pas de réalité sociale, on parle d'un avis personnel. Est-ce qu'on est pour ou contre les relations hors mariage? Donc ce que je comprends, c'est que visiblement certains sont pour. Donc ce que je veux dire au final pour conclure, c'est que la fixation, elle est nocive d'un point de vue social parce qu'il y a des exceptions que les juges comprennent et que les gens qui parlent d'un point de vue idéologique visiblement ne veulent pas comprendre, et que cette règle de 18 ans, c'est une règle qui n'est pas là dans de nombreux pays comme les États-Unis où on a 13 ans, comme l'Espagne où on a 14 ans, comme le Danemark où on a 15 ans. Et donc ce genre de fixation arbitraire et nuisible est dangereux, et vu que justement on a une étude là qui montre que ces relations sexuelles, elles ont lieu, si on est pour ce développement des relations sexuelles hors mariage, je suis désolé. Donc est-ce qu'on encourage ou bien on prévient? On ne peut pas avoir de troisième voie. Soit on encourage avec des outils qu'on avance, que c'est les Nations Unies, etc. Soit on prévient et on met en place une réglementation qui aide les jeunes à s'épanouir, mais dans un cadre illicite. 15h30, passé de quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Nouza Srali, ancienne ministre chargée du développement social, de la famille et de la solidarité. Merci à Khadija Lamrani, avocate en droit de la famille. Shakib Gessous, sociologue, anthropologue. Et merci à Mohamed Talal Lahlou, professeur vacataire à l'université. Merci encore une fois à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi. Tentation, c'est jusqu'à 18h. 18h30, ce sera le journal du luxe présenté par Donia Hachem. Et Nuit Magique, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alambouché. Merci à Hicham Abkari à la réalisation, Rizal Zahir et Dalansari à la production. Excellent après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour un autre débat.